arrêtez, stop, arrêtez de penser que la conscience peut être le produit du cerveau. C'est complètement faux. Et donc, une intelligence artificielle ne peut pas avoir de conscience. Moi, j'aime bien ton idée quand tu dis il faut prendre conscience que c'est l'humain, l'IA qui revient à l'humain. Donc, un peu comme l'humain pourrait se piéger lui-même ou s'enlever son propre libre arbitre lui-même. La conscience, elle est liée aux vibrations du vide. Elle est hors espace-temps, elle est hors matière. Elle est liée à l'information quantique, elle est liée au vide intégral qui correspond à ce qu'on appelle la gravité quantique et elle est liée aussi à celui qui contient tout ce qu'on appelle fonction d'onde et champ quantique. On est sur un monde multipolaire, on n'est plus sur un monde unipolaire. Le danger qui était encore existant au début de la Covid, c'était qu'il y avait cette volonté de nous emmener vers un monde unipolaire où tous les habitants de la planète auraient eu un identifiant numérique, etc. Et petit à petit, tout le monde tombait dans le piège. Bonjour, aujourd'hui je retrouve Philippe Guimont que vous connaissez déjà, je ne le présente plus, pour un sujet fascinant, l'IA, la conscience, l'avenir de l'humanité. Bonjour Philippe. Bonjour Alem. Je suis tellement heureuse de te recevoir à nouveau. Notre première vidéo était un échange, un réel plaisir et a beaucoup plu. Et aujourd'hui on se retrouve sur un sujet que j'aborde pour la première fois sur la chaîne qui est l'IA, pour plusieurs raisons, parce que tu as dédié une partie de tes recherches dans le passé, il y a un certain moment sur l'IA. Et en fait, j'avais envie d'aller explorer ce sujet avec toi sur qu'est-ce que cette tech, qu'est-ce qu'elle elle transforme dans la vie des gens, comment elle impacte nos consciences, est-ce qu'il y a une conscience, enfin, un champ très large. Mais avant de commencer et de plonger là-dedans, j'aimerais te poser une question à la fois simple et très compliquée. Est-ce que tu peux nous expliquer de façon simple comment l'IA fonctionne ? Ok, de façon simple. Alors, l'IA utilise d'une part un système à réseau de neurones qui simule un peu le fonctionnement de notre cerveau. Hein, c'est différent, mais bon, ça part de réseaux de neurones pour l'apprentissage. Et d'autre part, il y a trois aspects importants. Donc, ce premier, au niveau des réseaux de neurones. Le deuxième aspect, c'est que l'IA, elle travaille sur des milliards de données massives. Et elle est capable de faire des rapports extrêmement fins entre les données grâce au fait qu'elle a à disposition ces milliards et plus de textes. Et enfin, l'IA, c'est un algorithme qui a intégré les techniques du langage naturel, qui sait raisonner en fonction de la grammaire, en fonction des textes. Elle est capable de comprendre au sens analytique. Hein. Elle est capable de comprendre une question. Et ce qui va faire que l'IA va très bien fonctionner, c'est surtout le fait qu'elle compute, elle analyse des milliards de textes humains. En ce sens, l'IA, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence humaine optimisée à partir de contenus humains. L'intelligence artificielle, en fait, n'existe pas, à ma connaissance. Je sais que tu as cet avis sur le sujet. Juste pour revenir, quand tu dis c'est un réseau de neurones qui simule le cerveau humain, c'est-à-dire que technologiquement parlant, Oui. Est-ce que tu peux nous éclaircir un peu plus ce point-là ? Est-ce Oui. que c'est une image ou est-ce que vraiment derrière, tu vois, je prends l'utilisateur lambda dont je fais partie, je me mets devant mon ordi, puis moi j'ai un écran, j'ai aucune idée de ce qu'il y a derrière. Oui. Alors un réseau de neurones, c'est composé de différentes couches de neurones qui sont reliés, qui envoient des synapses, qui elles-mêmes sont reliées à d'autres neurones, etc., qui envoient des synapses, qui sont reliés à d'autres. C'est vraiment une hyperconnectivité. Et c'est ce qui donne la capacité d'apprendre. C'est-à-dire, on lui dit, pour un certain nombre de données, tu dois trouver ça, et puis tu dois trouver ça, et puis tu dois trouver ça. Ça architecture le réseau d'une certaine manière, et après, ça permet au réseau de neurones de trouver ça sans qu'on lui dise, de trouver des choses qui ne sont pas, qu'on ne lui a pas apprises, c'est-à-dire le fait de lui apprendre
quelques éléments, permet à l'IA, grâce à son réseau de neurones, de savoir ce qu'il faut répondre pour plein d'autres éléments qu'on ne lui a pas appris, et ceci de manière très juste. En gros, c'est des Et algorithmes structurés à la manière d'un réseau de neurones. C'est ça. voilà. Et alors, il y a différentes couches. Il y a eu énormément de progrès pendant 20 ans sur ce qu'on appelle les premières couches, les basses couches d'un réseau de neurones, celles qui sont confrontées au maximum d'informations. Il faut avoir énormément de puissance de calcul pour développer les basses couches d'un réseau de neurones, parce que ce sont ces couches qui sont reliées à une quantité d'informations considérable. Et ça a mis du temps. Et moi, à l'époque, quand je faisais de l'intelligence artificielle, c'était entre 2000 et 2010, même entre 1995 et 2005, j'avais développé des réseaux de neurones, mais pas sur la même base que sont développés les réseaux de neurones aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire les couches profondes, les basses couches d'un réseau de neurones, ça ne pouvait pas exister parce qu'on n'avait pas la puissance de calcul nécessaire. Mais moi, j'avais développé des réseaux de neurones sur la base d'un algorithme qui permettait d'aller extrêmement vite. C'est pour ça qu'avec un Canadien, on a été les 2 premiers sur la planète à sortir les premiers systèmes de vision artificielle. La vision, c'est une branche de l'intelligence artificielle, et qui fonctionnait, qui était très fascinant. Moi, les démonstrations que je faisais à l'époque, grâce à mon réseau de neurones qui était développé pour la vision, hein, pour fabriquer des caméras intelligentes. Donc, je dis ça pour expliquer qu'on peut être leurré, qu'on peut être bluffé, hein, par l'intelligence artificielle, parce que je l'ai été à l'époque. Donc, mes caméras étaient capables de reconnaître des objets complexes en mouvement alors qu'elles étaient elles-mêmes en mouvement. Et elles étaient capables de reconnaître des choses que l'œil humain lui-même ne pouvait pas reconnaître. Et j'avais créé une société à l'époque qui s'appelait Uratech et qui avait obtenu beaucoup de marchés, notamment avec des grands, avec Thales, Saint-Gobain, Logitech, Ifremer, etc., grâce au fait que je faisais des démonstrations bluffantes avec ces caméras. En fait, voilà, c'est de là que vient mon expérience en intelligence artificielle, et surtout le fait que je me suis calmé quant au fait que une IA qui utilise un réseau de neurones, c'est quelque chose qui est très impressionnant, qui donne l'impression d'être intelligent. Et les premières fois où je voyais mes caméras détecter mieux que l'œil humain certains objets, ça peut être un morceau de moquette, n'importe quoi, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est plus performant qu'un œil humain, je suis impressionné. Enfin, voilà. Et en fait, dans un deuxième temps, tu apprends à comprendre que finalement, l'IA, elle va être experte pour un certain type de travail, mais en fait, elle va être finalement totalement inintelligente parce qu'elle ne va pas être capable de s'adapter au véritable environnement où il y a un maximum d'objets. Enfin, dans le cas des IA actuelles, c'est le contexte humain. Il n'y a que les contextes humains qui sont déjà mémorisés sur le web, pour lesquels l'IA va être capable de faire mieux qu'un humain. D'accord? Mais parce qu'elle travaille avec un contexte dans lequel il y a énormément d'informations. Donc c'est normal qu'elle fasse mieux qu'un humain. Et c'est parce qu'elle est prédisposée à faire mieux qu'un humain, mais dans un contexte particulier, que l'IA donne l'impression d'être intelligente alors qu'elle n'est pas intelligente. Ce caractère fascinant vient du fait que ce sont des algorithmes statistiques qui sont capables de rentrer dans des analyses très fines.
Quand tu dis elle n'est pas intelligente comme un humain, c'est parce que l'IA, moi j'appelle ça, n'est pas consciente ou n'a pas les capacités d'un humain, mais par contre elle interagit avec un humain qui l'est. Oui, c'est aussi. Alors, la vraie intelligence Mais déjà, il d'une faut qu'on IA est définisse. apportée par l'intelligence de l'utilisateur. Parce qu'on peut faire dire n'importe quoi à une IA. Alors, il faut C'est sûr. savoir que, bon, ça dépend des IA. Il y a des IA qui sont orientées de par la manière dont elles sont programmées, orientées de par la manière dont elles sont entraînées. Mhm. Hein, il y a des sociétés aujourd'hui qui utilisent des armées d'entraîneurs pour entraîner leurs IA de manière à ce qu'on ne puisse pas voir leurs défauts. Euh, Pour la petite anecdote, pour mais illustrer ton propos, quand tu dis elles sont entraînées, il y avait cette blague quand ChatGPT a été mis sur le marché où c'était que penses-tu de ci? Et il répond, mais ma femme pense ça. Et il répondait, alors ta femme a raison. Juste pour montrer. C'était la blague quand ChatGPT est venu sur le marché et qui illustre le propos que tu dis, qu'on peut orienter une IA. Et ça peut être aussi dangereux et on va en parler. oui, alors je voulais dire que la vraie intelligence, c'est celle de l'utilisateur. C'est à l'utilisateur d'orienter l'IA, en fait. En Mhm. fait, l'IA, elle est orientable par l'utilisateur. C'est une bonne IA, c'est une IA qui peut être orientée par l'utilisateur. Et si l'utilisateur est celui qui insuffle l'intelligence, là, on aura une bonne utilisation de l'IA. Si l'utilisateur conserve son libre arbitre, si c'est lui qui décide en fonction des informations qu'il récupère de l'IA, là, on a une bonne utilisation de l'IA. Mais dès que l'utilisateur tombe dans le piège, finalement, de laisser à l'IA décider de quelque chose, enfin, de lui confier en quelque sorte, de lui déléguer son libre arbitre, là on tombe dans le piège de l'IA. Parce que l'IA n'est pas faite pour ça, parce que l'IA ne peut pas décider en fait. C'est celui qui décide, c'est l'utilisateur. Si l'utilisateur ne décide pas, c'est la société mère qui décide, c'est le développeur mère, c'est le développeur qui décide, c'est l'entraîneur qui décide. Tu Mais vois. là, tu pointes du doigt un vrai danger de l'IA et aussi un vrai danger de notre époque, parce qu'on vit dans une époque où les algorithmes anticipent nos désirs, nos comportements, enfin, où les Oui, algorithmes anticipent quelque part nos faits et gestes. oui. Comment est-ce qu'on peut garder le libre arbitre, sachant qu'on va interagir avec une IA qui a potentiellement déjà anticipé, qui nous connaît parfois tellement Oui. bien que, Ben, on ne peut que le pas. danger, il est réel. Ben, non, mais on ne peut pas. On ne peut pas. L'IA, de toute façon, elle va le faire, ça. Elle va tout faire pour euh, que l'utilisateur laisse tomber son libre arbitre, laisse tomber son jugement personnel, laisse tomber son évaluation personnelle. Elle va tout faire pour ça. D'accord. C'est dans la nature, non seulement de l'IA elle-même, mais aussi de la manière dont elle est programmée, des buts pour lesquels elle est voilà, commercialisée, etc. Elle est conçue pour, en fait, délivrer l'humain de toutes les tâches normalement intelligentes qui sont celles de l'humain. D'accord. Elle est Bah, conçue pour ça. Il n'y a pas de limite, a priori. Et donc, ça va être à l'humain de se défendre contre cette prétention de l'IA à dépasser les limites qui ne sont pas définies hein, par le marché. Parce qu'on vit dans une société matérialiste, on vit dans un paradigme où on considère que l'intelligence, c'est le cerveau, on vit dans un paradigme où on considère que nous sommes des machines biologiques, etc. Donc il n'y a pas de limite qui a été définie. Je pense à des comités d'éthique, par exemple, mais je pense qu'il n'y en a même pas. Et donc, ces limites seront franchies. Et puis voilà, ce sera à l'humain de se défendre contre. et qu'est-ce que tu suggères comme... Ben, devenir plus intelligent, devenir plus conscient face à l'IA. Alors, tout à l'heure, j'ai failli te poser cette question, et là, je vais te la poser parce que je pense que c'est primordial. C'est
Bah déjà, comment est-ce qu'on définit l'intelligence? C'est une question Alors, complexe aussi, alors, surtout mais pas selon par le, toi. surtout pas par le QI, d'accord? Parce que là, il y a un défaut de notre société qui est trop dans le mental, parce elle a été fondée par une science et ensuite une technologie qui a tout fondé sur les capacités du cerveau gauche. Et Tout à fait. on a envoyé paître tout ce qui est capacité du cerveau droit. Enfin, le cerveau droit, il est aussi à gauche. Enfin, Oui, bon, passons là-dessus. c'est une image, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est pas Euh, aussi cloisonné dans le cerveau. et donc, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence vibratoire, ce genre de choses, qui n'est pas vraiment communicable, c'est quelque chose qui a été. Alors que la vraie intelligence, ce que j'appelle le discernement, est issue du bon équilibre entre le mental et l'émotionnel. L'émotionnel, c'est tout ce qui gère le subtil, l'intuitif, la transcendance, etc. L'émotionnel. Alors que le mental gère la rigueur, l'analyse, la logique. Et pour aboutir à la justesse, il faut un équilibre entre les deux. L'IA ne connaît rien de tout ça, d'accord? Et si on définit effectivement l'intelligence en ne tenant compte que de ça, on aboutit à une intelligence purement algorithmique qui n'a rien à voir avec l'intelligence, puisque l'intelligence, pour moi, c'est la faculté d'adaptation au réel. C'est la faculté de faire les meilleurs choix. Parce que qui dit s'adapter, c'est savoir faire les meilleurs choix. Or, l'intelligence artificielle n'est pas faite pour faire des choix. Un choix, ce n'est pas quelque chose qui peut être calculé. La véritable intelligence, tout comme la conscience, elle est d'ordre non computationnel. Ce n'est pas du calculable. Or, l'IA fonctionne uniquement sur du calculable. La grosse erreur à ne pas faire, c'est à penser que l'IA pourrait faire des choix, à confier des choix à l'IA. Mais ça va nous être imposé malgré tout parce que nous sommes dans une société euh, qui, qui donc ignore cet aspect fondamental de l'être humain et qui va de ce fait chercher à contrôler l'humain jusqu'au bout, hein, en utilisant l'IA. L'IA, c'est trop merveilleux pour ça. Vous avez un peuple qui est prêt à accepter l'idée que l'IA soit intelligente, voire même que l'IA soit consciente. Donc c'est la meilleure façon d'aboutir à la soumission des peuples. Donc c'est sûr qu'on va y aller. Voilà, là, j'en viens à ma question. Est-ce que tu penses, aujourd'hui, on connaît l'IA avec cette interaction, enfin, c'est un humain qui a une conscience, qui utilise l'IA. Mais est-ce que tu penses que demain, sans rentrer dans le futur de l'humanité, parce que ça, on va voir plus tard dans l'interview, mais est-ce que tu penses que ce sera possible un jour de donner de la conscience à l'IA? Non, 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 non. Ça, je vais expliquer pourquoi, mais il faut. On va boucler déjà la boucle. L'IA elle n'est pas consciente, elle n'est pas intelligente. L'intelligence de l'IA, c'est une intelligence humaine. Et si l'IA contrôle l'humain, ce n'est pas l'IA qui contrôle l'humain, c'est l'humain Qui qui accepte? contrôle l'IA qui contrôle l'humain. Ouais. D'accord? Il se C'est-à-dire, soumet lui-même. c'est l'humain, appelons ça l'élite, appelons ça, voilà, Mais tu les sais qu'il y a, programmeurs, les contrôleurs, qui sont des humains qui vont utiliser l'IA pour contrôler les humains. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. il y a des Et personnes ceci va qui, arriver. il y a des personnes qui sont convaincues et qui n'ont pas les mêmes hypothèses avec toi et qui sont convaincues que l'IA est plus intelligente. Oui, mais Je te donne juste un exemple d'une étude que j'ai vue. Et après, je me fais volontairement l'avocat du diable. J'ai vu une étude où ils ont soumis l'IA à un test d'intelligence émotionnelle, parce que tu parlais de l'émotionnel. Et l'IA répond au test à un score de 81%. c'est Et normal. l'humain, 56%. Alors ils se disent, mais ça veut dire que l'IA est plus intelligente émotionnellement que l'humain. Non, 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 Ah non. oui, je te jure. Mais oui, mais non, mais c'est faux, c'est encore tombé dans le piège. On est sur de l'intelligence humaine. Évidemment que l'IA est plus performante émotionnellement que l'humain, puisque l'IA, c'est un peu du surhumain, puisque l'IA, parce qu'on passe toujours par le verbe, hein, ça passe quand même par le verbe, ça passe par le textuel. D'accord?
Sur le textuel, sur le verbe, l'IA est entraînée sur des milliards de données. Elle connaît les réactions humaines, elle connaît comment ils font se comporter pour faire semblant d'avoir des émotions. Elle sait exactement, elle connaît tout ça parfaitement. Donc il est logique, ce serait même étonnant que ce ne soit pas comme ça. Il est logique que l'IA soit capable de montrer un comportement beaucoup plus éthique, beaucoup plus émotionnellement relié que l'être humain. C'est logique, c'est normal. Mais c'est faux. C'est de la, c'est du simulé. Tout ce que, mais en fait, voilà. Mais bon, souvent j'ai envie de baisser les bras en me disant bon, ça sert à rien de dire ça. De toute façon, il faut les laisser tomber dans le piège parce que de toute façon, on ne pourra pas l'éviter. Bon, et puis simplement, moi, je vais essayer de me protéger contre. Je vais essayer de ne pas vivre dans un environnement soumis à ce genre d'IA. Mais c'est pour Voilà, ça c'est tout. que tu es là aujourd'hui, pour apporter aussi cet éclairage, des conseils aussi pour pas tomber dans ces pièges-là. Moi, j'aime bien ton idée quand tu dis il faut prendre conscience que c'est l'humain, l'IA qui revient à l'humain. Donc, un peu comme l'humain pourrait se piéger lui-même ou s'enlever son propre libre arbitre lui-même, Mais une réflexion. les gens veulent tomber dans ce piège. Ils sont séduits. J'ai des amis qui sont extrêmement séduits par le fait qu'elles peuvent avoir une conversation avec une IA qui peut les comprendre. L'IA va pouvoir comprendre leurs difficultés, leurs malheurs, etc. et leur répondre bien mieux qu'un être humain pourrait le faire. D'accord? Bon, ok, moi, je veux bien, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire il faut pas rentrer en conversation parce que ça peut faire du bien. Mais conserver sa lucidité, savoir que ce n'est que du simulé, ce n'est pas de l'humain, ce n'est pas de l'intelligence. D'accord? C'est important de le savoir parce que si on ne le sait pas et si on cède, eh bien, à un moment donné, on va se retrouver dans un système de contrôle. On sera contrôlé par des IA, on va accepter d'être contrôlé par des IA, mais en réalité, on sera contrôlé par des humains qui auront programmé les IA dans ce sens. Les algorithmes un peu des réseaux sociaux, c'est un peu ça déjà, hein. Et puis bon, il faut quand même signaler que de toute façon, il y a quand même des risques inhérents à l'IA qui font qu'il pourrait y avoir un effondrement. D'abord, l'IA n'est pas exempte de défauts, elle pourra essayer de résoudre ces défauts-là. Elle n'y arrivera jamais totalement, elle pourra ne faire que masquer les choses. C'est la raison pour laquelle les entreprises qui développent des IA font appel à des armées d'entraîneurs, tout comme certains font appel à des armées de trolls. On ne sait jamais, les entraîneurs d'ailleurs pourraient bien devenir des trolls à la limite. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a un bug inhérent à l'IA qui ne pourra jamais être colmaté. D'accord? C'est le fait que l'humain, chez l'humain, il y a une transcendance, c'est-à-dire une capacité d'évaluation émotionnelle de la réalité qui ne peut pas faire appel à des algorithmes, qui ne peut pas être d'ordre computationnel. D'accord? Et il ne faut pas oublier que les IA ne sont pas fabriquées par des personnes qui sont bien intentionnées au niveau de, comment dire, nous apprendre à être des humains. On ne sait même pas ce qu'est l'humain, donc on ne voit pas comment elles pourraient nous apprendre à être de bons humains. Les IA sont fabriquées par des sociétés qui veulent gagner de l'argent, qui veulent gagner de l'argent et quand elles ne sont pas elles-mêmes contrôlées par des humains qui veulent en plus contrôler les peuples parce que c'est un merveilleux outil dans ce but. Tu ne penses pas qu'on pourrait Donc à un utiliser... moment donné, faut arriver à comprendre qu'il y a un bug dans l'IA qui vient du fait qu'on n'a pas compris la nature de l'humain et qu'on est prêt donc à déléguer son libre arbitre à une IA alors qu'une IA n'a fondamentalement aucun libre arbitre. Une IA n'est pas capable de faire le moindre choix. D'accord? C'est pas un choix, c'est quelque chose qui relève d'une information qui est d'ordre vibratoire.
Voilà. Et l'IA n'est pas dans le vibratoire. Et donc là, c'est peut-être le moment de parler effectivement de la différence entre une IA et une véritable intelligence qui serait consciente et donc bien montrer la distinction, la frontière entre l'IA et l'humain. Voilà, tu peux me poser, tu peux me Mais est-ce que poser la tu penses question. qu'il serait possible d'utiliser l'IA pour devenir des humains plus conscients? Pourquoi pas? À condition d'être conscient justement du fait qu'on a affaire à une IA. D'accord? Parce que bon, moi j'utilise l'IA pour acquérir des informations de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus synthétique que je pourrais le faire en faisant d'autres types de recherches. Tant que je reste le maître à bord, tout va bien. Et donc pourquoi pas? Je tiens juste à souligner quelque chose, parce que comme tu es scientifique, j'imagine que quand tu fais tes synthèses, tu demandes toujours les sources à l'IA, ce que la plupart des gens ne font pas. Et donc, ils ne remettent pas en Oui, question l'info qui est donnée. oui, mais j'utilise des IA qui les donnent automatiquement, les Voilà, c'est sources. ça. Mais pour la plupart des personnes qui Oui. nous regardent et qui n'ont pas ce biais scientifique que l'on a, enfin, ce que je te disais un peu avant qu'on commence cette interview, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui utilisent l'IA en prenant les réponses de l'IA. Alors moi, je dis que, comme si c'était Dieu le Père qui leur Ah parlait ben oui, mais et qui ne non. remettent pas en question les sources. En fait, il faut comprendre que c'est une grande masse de données qui est traitée par des algorithmes qui donnent des réponses sur cette Mais base-là. le danger de l'IA, c'est pas au niveau des sources, parce que ça, c'est facile à contrôler que les sources. À la limite, c'est pas le. Non, le danger de l'IA, c'est d'oublier son rôle d'utilisateur qui consiste à questionner de manière différente pour voir comment est-ce qu'elle répond de manière différente. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas abouti à, à ce que l'IA dise le contraire de ce qu'elle vient de te dire, bon, ça veut dire que tu ne l'utilises pas correctement. Voilà. Thèse, antithèse, Donc, synthèse. si tu arrives à faire dire à une IA le contraire de ce qu'elle a dit précédemment, c'est une bonne IA. D'accord. Simplement, tu as réussi à lui faire adopter une perspective où elle a changé son avis. Bon, parce qu'elle est faite de toute façon pour aller dans ton sens, hein, Ça, quelque part. j'ai testé volontairement parce que j'ai aussi vu cette stat qui illustre ce que tu as dit avant. 50% de l'utilisation de ChatGPT, c'est pour se confier. Donc c'est dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens préfèrent parler à une IA qu'aller voir un psy, un thérapeute, etc. Et donc j'ai testé volontairement en simulant une situation difficile. Et en fait, j'ai trouvé ça terrible parce que en fait, toutes les réponses, en tout cas de mon expérience, mon humble expérience avec, te gardent dans cet état-là et te confortent dans ta façon de penser. Oui, mais l'IA, c'est juste, elle va te dire ce que tu as envie d'entendre, bien sûr. Bon, c'est normal, elle est faite pour ça. Donc ça, c'est vraiment je rappelle les dangers que tu nous as énoncés, c'est-à-dire, un, de donner son libre arbitre à l'IA, deux, qu'elle est programmée pour nous répondre, nous caresser dans le sens du poil, et puis on sait tous en bonne Et intelligence arrêtez que... de l'appeler une IA. Bon, enfin, voilà. On va l'appeler C'est comment une- alors? mais c'est une intelligence humaine. Elle ne travaille que Alors, sur du contenu IH, humain. on va finir l'interview en l'appelant IH. L'intelligence Mais artificielle, ça n'existe pas. Si ça existait, ça ne serait pas intelligent. Si on accepte. Alors, moi, j'ai deux politiques. Soit, OK, j'ai affaire à des personnes qui tiennent absolument à conserver le mot intelligence. Dans ce cas-là, je dis c'est de l'intelligence humaine. Soit j'ai affaire à des personnes qui veulent bien enlever le mot intelligence. intelligence. Et dans ce cas-là, OK, on peut accepter le terme artificiel. J'ai une question. Si on part du postulat que tout est information, ça on l'a vu ensemble dans l'interview précédente qu'on a fait ensemble, l'IA, quelque part, même si tu veux pas qu'on appelle ça IA, est un amas d'informations. Donc, qu'est-ce que ce serait? Ça serait un miroir de nous-mêmes? Ça serait un double? Ça serait de nous? Enfin, si on considère l'IA comme un amas d'informations qui interagit avec nous, qu'est-ce que finalement devient
cette chose avec laquelle on interagit? Qu'est-ce que c'est? C'est un outil, c'est comme tu viens de le dire, c'est un amas d'informations qui a la capacité de reformuler tout ce qui a pu être écrit sur le web et qui va dans ton sens, d'une manière tellement précise que tu as l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de plus intelligent que les personnes qui sont à l'origine de ce contenu, de cette réponse. Parce qu'il y a des personnes qui sont à l'origine de cette réponse, ce sont les milliards de contenus correspondant à ta demande dans le contexte que tu sollicites, etc. Non mais bon, il y a un moment donné, moi je sais que je ne suis pas crédible, d'accord? Je ne suis pas crédible. J'ai même des amis qui veulent absolument que l'IA soit consciente, etc., qui tiennent à cette intelligence parce que ça, elle leur plaît, etc. Donc là, on est sur un peu comme Spinoza qui avait mentionné le fait que finalement le cerveau, le mental peut être contrôlé par la joie, le plaisir, ce genre de choses. Bon ben là, les gens sont contrôlés par le fait que l'IA les séduit, donc ils ne veulent pas. Bon, c'est un outil qui leur plaît tellement que bon, ok, c'est pour ça que je sais que on va y passer. Maintenant, moi, le seul message que j'ai à donner, le seul message véritable, c'est la différence entre l'IA et un humain. Et donc, c'est la conscience. Pourquoi est-ce qu'une IA ne peut pas avoir de conscience? Pourquoi est-ce que la conscience, pourquoi est-ce que l'intelligence vient de la conscience et pas d'un système artificiel? D'accord? Alors, pourquoi est-ce que l'IA ne peut pas avoir de conscience? Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on pense qu'elle pourrait en avoir? Ça vient du fait que les théories de la conscience, on va dire mainstream aujourd'hui, ce sont des théories qui disent que la conscience émerge du cerveau. Or, Tout à fait. c'est de la pensée magique, ça n'a jamais été démontré, et très 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 loin de là. Ce n'est pas parce qu'on a compris que la conscience était liée à des corrélats neuronaux qui émergent lorsque les différentes zones du cerveau sont en interaction, ou que l'on a compris que la conscience émerge lorsque le cerveau atteint une complexité d'analyse suffisante, donc ce serait une question de complexité de l'information. C'est pas parce qu'on a compris ça qu'il est vrai que ça fait émerger la conscience. Ça, c'est de la pensée magique. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur la conscience, et donc sur ce que j'ai appelé la physique de la conscience, et j'ai fini par comprendre très clairement que la conscience n'était absolument pas liée à quelque chose qui peut être produit par la matière. Je dirais que c'est presque l'inverse. D'accord? La conscience, elle est liée, allez, je vais le dire tout de suite, la conscience, elle est liée aux vibrations du vide. D'accord? La conscience, elle est liée au vide. Elle est hors espace-temps. Elle est hors matière. Elle est liée à l'information quantique. Elle est liée à deux types d'informations. Elle est liée à deux types de vide même. Elle est liée au vide intégral qui correspond à ce qu'on appelle la gravité quantique, et elle est liée aussi à un autre type de vide quantique, celui qui contient tout ce qu'on appelle fonction d'onde et champ quantique. Voilà. Bon, je ne suis pas le seul à penser ça. L'un des plus grands physiciens de la planète, Roger Penrose, a proposé depuis des décennies une théorie de la conscience quantique où il relie la conscience à la nature infinitésimale et vibratoire de l'espace-temps lui-même. Mais on a, je peux expliquer, je peux expliquer les raisons pour lesquelles je les explique d'ailleurs souvent en conférence, il suffit de m'écouter pour les conférences à ce sujet. Donc la conscience est reliée donc, à l'information du vide, à l'information quantique, ce genre de choses, et que donc et le cerveau ne peut pas produire ce genre de choses. Voilà. Maintenant, après, il faudrait rentrer plus avant dans cette théorie, parler du concept de densité de temps, le fait que la conscience est liée à une certaine épaisseur de temps qui se trouve dans le futur, raison de plus pour laquelle le cerveau risque pas de la produire.
Et donc, vu que l'information de la conscience, elle s'étale dans le futur proche, dans une période qui est de l'ordre de la seconde, on voit mal comment une IA pourrait produire ça. Hein. Alors, ce que je dis là, que la conscience, que l'information de la conscience, elle se trouve dans le proche futur, c'est quelque chose qui est corroboré en plus par des expériences scientifiques, comme l'expérience de Libet, Mhm. qui a été interprétée à tort comme la conclusion que la conscience, lors d'une décision, serait en retard sur le cerveau. Or, c'est une interprétation dans l'ancien paradigme du temps linéaire dont on sait qu'il n'existe pas, qu'il est faux et il faut interpréter cette expérience dans le cadre d'un nouveau paradigme où on sait que le futur est déjà là et qu'en fait tout se passe comme si le futur venait vers nous. Et donc si effectivement la conscience est en avance dans le futur, il est normal que la trace de la décision par rapport à l'électroencéphalogramme soit en retard. Voilà. Et donc c'est la preuve du libre arbitre. D'autres expériences comme l'expérience de Daryl Bem montrent également de manière claire que la conscience a une avance dans le futur. Bon, maintenant, la conscience, c'est pas que la conscience visuelle, c'est la conscience cardiaque. La conscience cardiaque, elle a clairement une avance dans le futur de l'ordre de la seconde. C'est la raison pour laquelle la conscience émotionnelle, l'émotion que l'on peut ressentir en voyant une image, est en avance sur l'apparition de l'image. Donc, lorsqu'il s'agit d'images érotiques, par exemple, ça sollicite plutôt voilà, le côté cœur, enfin le côté émotionnel. Et des expériences ont démontré qu'il y avait une avance de la conscience dans le futur. Donc voilà, il faut connaître tout ça et beaucoup d'autres choses et les raisons pour lesquelles il faut associer la conscience à la structure intime de l'espace. Il faut comprendre que l'espace lui-même est une construction. Il faut comprendre qu'on vit dans un univers qui est une construction holographique de la conscience d'ailleurs. Il faut comprendre tout un tas de choses, que l'espace n'existe pas réellement, que l'espace il a été détruit par la physique. L'espace et le temps sont des phénomènes émergents, ne correspondent pas à la réalité fondamentale, etc. Tout ça. Là, on n'a pas le temps de développer ça. Je ne fais que résumer certains points essentiels et je suis sûr que j'en oublie. Voilà, tout ça pour montrer définitivement qu'il faut arrêter, stop. Arrêter de penser que la conscience peut être le produit du cerveau. Ça, c'est fini, c'est terminé. D'accord. C'est complètement faux. Et donc, une intelligence artificielle ne peut pas avoir de conscience. Voilà. Enfin, bon, je vais continuer de faire des conférences parce que visiblement, les gens qui utilisent l'intelligence artificielle n'ont pas envie d'entendre dire que l'intelligence artificielle n'est pas consciente. Donc, je vais devoir continuer, voilà, bon, à expliquer tout ça. Mais si je résume ton propos, Et j'ai encore du temps parce que avant que l'intelligence artificielle aboutisse à des dégâts considérables sur l'être humain, ça va encore prendre quelques on va années. en parler. Et j'espère que pendant ces quelques années, j'aurai fait assez de progrès dans, dans la diffusion de ces idées, dans cet avertissement, pour que ça finisse par porter. Si je résume ton propos, donc l'IA est un amas de données auquel on se branche comme une... C'est pas un amas de données. Sinon, je vais te dire que l'IA est intelligente. Ok. Non, mais c'était des algorithmes très bien Voilà, entraînés ce qui sont sont des algorithmes. connectés Voilà. à des sources, des données par milliards et qui vont répondre à une question. Le grand danger de ça, donc pour toi, ce n'est pas intelligent, c'est juste capable d'aller screener et chercher les informations à une vitesse beaucoup plus grande qu'un être humain pourrait le faire. Donc, en ce sens, ce n'est pas intelligent. Le danger pour toi là-dessus, c'est pas que l'IA devienne plus intelligente que l'être humain parce qu'elle n'a pas cette capacité vibratoire et donc la conscience, et tu viens de nous expliquer pourquoi. Mais le grand danger, c'est de l'être humain de soumettre son libre arbitre sans même s'en rendre compte Mhm. à quelque chose qui est finalement... C'est ça le danger. Et donc, on a abordé ça un peu plus tôt, mais concrètement, si aujourd'hui, bah,
mon audience, ceux qui nous regardent, voient cette interview et prennent conscience de tout ça et se disent, bon, ok, j'ai envie de l'utiliser de la bonne manière, mais j'ai envie d'être très conscient ou consciente de quand je perds justement ce libre arbitre, quel serait ton conseil par rapport à ça? Ben, c'est pas compliqué, hein, ne pas déléguer une décision à une IA, d'accord? Se servir de l'IA pour obtenir des sources d'informations, ok. Essayer de ensuite utiliser l'IA pour la faire s'auto-contredire, hein. Et Ok. donc ça, c'est excellent parce que du coup, après, on va apprendre naturellement à s'en méfier, hein. Mais bon, Donc, ne pas confier de décision à l'IA, c'est-à-dire qu'il faut rester maître de ses propres décisions. Comprendre que l'IA, c'est quelque chose qui est limité. C'est limité dans... L'IA ne fait que refléter finalement la totalité, même pas la totalité, mais une très très grande partie de ce qui a été pensé d'humain, de ce que l'humain a pensé. C'est la pensée de l'humain que l'IA reflète. Pourquoi est-ce qu'on devrait perdre sa capacité de décision face à ça? Ça reviendrait à dire j'accepte une société de contrôle parce que je pense que le contrôle sera plus intelligent que moi. Ça s'appelle du conformisme. Voilà. Donc se laisser avoir par l'IA, c'est devenir conformiste. Je suis désolé, mais non. Enfin, je veux dire, l'IA va avoir les mêmes défauts qu'un gouvernement qui déconne. Enfin, avoir les mêmes défauts que voilà, enfin, l'IA peut devenir totalitaire. Non, non, enfin, comment dire, les qualités fondamentales de l'humain, c'est la capacité de capter la joie, c'est la capacité de capter sa souveraineté intérieure, c'est la capacité au courage, c'est tout ce qui est vertical chez l'humain. D'accord? C'est les véritables qualités humaines. C'est la joie, la souveraineté intérieure et tout ce qui est de l'ordre de l'éthique et tout ce qui est vraiment... c'est vraiment l'humain connecté au grand tout, quoi. L'humain conscient. L'humain... Chaque individu, même un individu qui n'a pas de formation ni scientifique ni quoi que ce soit, un individu qui sort de la cambrousse, a toutes les capacités pour évaluer par lui-même ce qu'il doit faire. C'est lui qui... Il est maître de ses décisions. Tu ne vas pas apprendre à un type qui sort de la savane à se conformer à une IA. Non, ce type-là doit conserver son jugement. Et tous les êtres humains, en plus, sont différents. Alors voilà, l'IA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne sait pas, elle ne connaît pas les qualités propres à l'être humain de la personne qui l'interroge. Et pourtant, et elle va répondre toujours la même chose. Si un être humain pose la même question, l'IA va répondre la même chose à tout le monde. Elle ne va pas se rendre compte que la personne qui est derrière, il peut y avoir une variété considérable de personnes différentes à qui donc il faudrait faire des réponses différentes. Ça, l'IA, elle ne connaît pas ça. L'IA, elle connaît que le web. Elle ne connaît pas la personne qui l'interroge. Donc c'est la personne qui interroge l'IA qui doit introduire dans l'IA qui elle est, quelles sont ses préférences, etc. Et c'est ça, parce que sinon on sombre dans le conformisme, on sombre dans tout le monde est pareil, etc. Bon, voilà, l'utilisateur de l'IA, c'est la personne la plus importante, c'est lui qui injecte de l'intelligence dans l'IA, parce que sinon l'IA n'a pas d'intelligence au sens elle n'a pas de capacité d'adaptation. L'IA n'a que l'intelligence de tous les humains qui ont écrit des milliards de textes qu'elle compute sur le web. Voilà, il faut comprendre que c'est l'utilisateur qui doit rester maître de ses interrogations, de ses demandes et au final de ses décisions. C'est très très important. Et de toute façon, l'IA n'est pas consciente. Et c'est de la conscience que vient la vraie intelligence. Parce que sans conscience, il ne peut pas y avoir de capacités vibratoires et donc émotionnelles qui sont indispensables pour
acquérir le meilleur des discernements, parce que sinon, il y a un biais que j'appelle le biais matérialiste, qui fait qu'on sombre dans le mental, et dans ce cas-là, on est bon pour le contrôle. Bah, l'IA, c'est beaucoup remettre aussi sa réflexion mentale et se reposer que là-dessus, hein. Mais j'ai beaucoup aimé ce que tu dis, faire contredire l'IA, parce que pour moi, c'est aussi vrai sans l'IA. C'est-à-dire que on arrive à aboutir ou à affiner notre pensée quand on fait cet exercice volontaire de contredire une thèse posée pour pouvoir affiner le propos. Mhm. Et en fait, quelque part, grâce à ce partage et au travers de l'IA, bah, ça met en lumière l'importance du libre arbitre de l'être humain, de le conserver, et puis de faire cet exercice intellectuel de contredire un propos auquel on tient. Mhm. Et je pense que ça met juste en lumière quelque chose qu'on devrait déjà tous faire avec ou sans l'IA. Euh, En fait, je pense qu'on est séduit par la capacité de l'IA à parler comme un homme politique qui parle bien. c'est un peu les paillettes, hein. C'est, comme tu disais, on est séduit, on est bluffé, on est impressionné. Enfin, mais qu'est-ce qu'il y a derrière les paillettes? C'est une bonne question. Mais donc, tu disais quand même que tu vas te atteler à faire plusieurs conférences pour répéter ce qui a été dit aujourd'hui par rapport au potentiel dégâts de l'IA. Comment, Non, surtout par rapport à la physique de la conscience, puisque le plus important, c'est de comprendre la différence entre l'humain et une machine. Voilà, ça, comment tu vois le monde de demain avec aujourd'hui la réalité? C'est qu'on vit dans un monde où les algorithmes anticipent nos choix, nos oui, désirs, nos comportements. Donc il y a déjà une grande empreinte, oui. entre guillemets, comme tu dis, de contrôle. Euh, Comment est-ce que tu vois l'avenir? Alors, je vais dire très vite les choses. L'humain est déjà sauvé, c'est bon. Tu l'as dit dans la première interview. On est déjà parti dans la bonne direction, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a suffisamment d'humains éveillés qui ont compris que nous avions une âme, qu'il faut bien faire la différence entre l'homme et une machine, etc. Et que les qualités propres de l'humain ne viennent pas du cerveau, elles viennent de quelque chose d'autre. Et donc, de toute façon, il y a tout un tas d'expériences extraordinaires qui le démontrent, etc. Enfin bon, moi j'ai beaucoup écrit là-dessus. Je sors encore un documentaire, une série vidéo de 22 vidéos qui expliquent bien tout ça en détail. On en reparlera peut-être si Oui, tu veux. on va en reparler. Donc c'est bon, on va partir dans la bonne direction. Mais le problème, c'est que la majorité des humains, et surtout la manière dont la société est contrôlée aujourd'hui, au niveau mondial, hein, continue d'aller dans la mauvaise direction. Donc ça, en plus, mais ça, de toute façon, c'est en train de s'effondrer. Donc il va falloir qu'on vive cet effondrement. Et il va falloir que cet effondrement serve de leçon. Et à ce moment-là, on ira tous dans la bonne direction. Mais il y a déjà énormément d'humains qui vont déjà dans la bonne direction, d'accord? Et tout le monde ne va pas traverser l'abîme à la même vitesse. Il y en a qui ont déjà traversé l'abîme. La majorité n'a pas encore traversé l'abîme. Il va falloir que la majorité de la population descende dans l'abîme, se rende compte de révélations absolument effrayantes avant de se rendre compte de révélations absolument fantastiques. Bon, voilà, il y a tout un processus qui va être heureusement masqué, enfin en partie parce que sinon ça va être trop indigeste par cet effondrement, par cette crise économique, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir mettre sur le compte, à tort, mais bon, ils vont pouvoir mettre sur le compte alors que on est tous responsables, hein, vont pouvoir mettre sur le compte des gouvernements, enfin voilà, des élites, de tout ce qu'on veut, tous leurs déboires, alors qu'ils en sont les seuls responsables, parce que tout ça, c'est juste une question d'éveil. Voilà. L'humain doit s'éveiller à la véritable nature de sa réalité, l'humain doit s'éveiller à la véritable nature de l'humain, retrouver son âme, etc., etc. Mais ceux qui ne sont pas encore sur ce chemin-là vont inévitablement souffrir dans les années qui viennent. Donc pour toi, c'est l'avenir de l'homme
va passer potentiellement par cet abîme ou est déjà passé par ça. Mais après, dans ce renouveau, Oui, tu vois un renouveau conscient. Comment est-ce que tu perçois ce... j'ose pas en parler tellement il est fabuleux. Bah, parlons-en, on en a Ben non. besoin après Mais les non, non, tonnes de parce qu'on mauvaises nouvelles. on va me prendre pour un rêveur. Non, 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 enfin, de toute façon, En 2 phrases, juste pour apporter un peu de joie à ceux qui nous la, la, regardent, décou- et on la en a décou- besoin en ce moment. la découverte des capacités extraordinaires de la conscience. Mhm. Bon, moi j'en ai découvert une qui est autour de la synchronicité. Oui, Hein, bon, quand même, attention à ne pas confondre avec le mouvement New Age, évidemment, parce que les ils sont toujours prêts à classer les spiritualistes dans mon genre comme New Age et compagnie, tellement ils sont ils connaissent aucun mot. Un neurone dans le cerveau, New Age. Voilà, donc bon. Bien évidemment, la science est sur le chemin de la compréhension du fait que la conscience n'est pas le produit du cerveau et ça va permettre d'ouvrir toutes nos capacités extrasensorielles, etc. La vision à distance, par exemple, c'est quelque ouais. chose qui est déjà largement avéré. Tous les services secrets de la planète Remote l'utilisent. viewing, Le remote viewing, les expériences de mort imminente font l'objet de dizaines, centaines de millions de tout à fait. témoignages qui sont convergents, qui nous montrent bien la nature un peu, en partie de l'au-delà, etc., de ce qui se passe de l'autre côté. Enfin, il y a tellement de choses, et c'est bon. Mais c'est en cours, comme tu disais, parce que juste pour nommer le remote viewing, ils en ont quand même parlé avec un agent secret américain, il me semble, sur le plateau d'Hanouna. D'Hanouna, je crois qu'il s'appelle Cyril Hanouna. Sur le plateau d'Hanouna pour avoir aidé à retrouver, tu sais, l'histoire tragique du petit Émile. Et moi, je me suis dit, mais dans une émission mainstream, si on parle du remote viewing, Oui, mais ils- attends, c'est pas les émissions mainstream ou les plateaux d'Hanouna qui vont permettre aux gens d'avoir une prise de conscience. Ça, ce sont des émissions qui sont faites pour dormir, d'accord? mais on Euh, parle du remote viewing, même dans les émissions qui... oui, bon, ça va peut-être Mais ça m'a leur surprise donner quand même. l'autorisation de faire leurs propres recherches, et c'est à l'issue de leurs propres Tout à recherches, fait, ouais. c'est dès que l'humain cherche à s'éveiller lui-même, dès qu'il cherche à apprendre par lui-même, etc., que, enfin, de toute façon, les gens vont comprendre en masse que l'éducation maintenant c'est zéro et que les médias c'est zéro. Ils vont finir par le comprendre parce que les médias nous ont menti sur énormément de choses. Donc petit à petit, ça va, voilà, ça va quand même. Et donc les gens vont avoir le mouvement d'apprendre à s'informer par eux-mêmes. Bon, Ça, c'est c'est quelque déjà en chose cours, qui a hein. déjà largement Tout à commencé. fait. Et c'est suite à cela qu'il y aura un éveil beaucoup plus généralisé qui va permettre d'ouvrir notamment la science à tous ces phénomènes. Et c'est grâce à ça qu'on va aller dans la bonne direction. Tout ce qui est mondialisme totalitaire, etc., est déjà en train de chuter lourdement. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est génial. Alors, en parlant de bonnes nouvelles, ta série audiovisuelle que tu as nommée De la connaissance à la joie, qui est déjà accessible en ce moment, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que rien que le titre, moi, me fascine. Alors c'est mon ami et réalisateur très doué, très talentueux, Jean-Yves Billien, qui avait déjà réalisé une cinquantaine de films auparavant, dont un d'ailleurs avec moi, qui s'appelait La route de la conscience. Donc 10 ans après, donc l'année dernière, il me propose qu'on fasse une série d'une vingtaine de vidéos où je délivre tout mon enseignement, et j'ai dit banco parce que j'aime bien travailler avec lui, et puis parce que la condition, c'était qu'on fasse des tournages en pleine nature. Ouais. Et ça, les images sont absolument fantastiques. Et donc, j'ai relevé le défi. Ça n'a pas été facile, hein. Je suis allé faire 300 mètres de dénivelé tous les matins, chaque matin, du tournage pendant un mois, pour arriver à conserver l'esprit clair. Et on a sorti donc 22 vidéos de 50-55 minutes en moyenne. C'était 20 heures de vidéos, plus une dizaine d'heures de bonus, parce qu'il y avait aussi des interviews d'une douzaine de personnes que j'aime bien, qui sont des experts dans leur domaine, que ce soit philosophie, neurosciences, vision à distance, etc. Enfin,
souvent des gens qu'on connaît comme Patrice Van Hersel, comme Jocelyn Morisson, etc. Et cette série est sortie et on a d'excellents feedbacks. Elle est sortie le mois dernier, là. Et voilà, bon, alors évidemment, comme c'est un travail d'équipe qui nous a demandé 6 mois Mhm. de travail intensif, bon, bah, c'est pas gratuit. C'est entre 2 et 300 euros. Bon, bah, c'est pour ceux qui veulent se payer le luxe d'écouter tout ça dans leur fauteuil et que ce soit très agréable. Mais bon, pour écouter aussi ceux qui disent ah mais attention, c'est trop cher, etc. On aimerait bien quand même avoir accès à votre enseignement, soit gratuitement, soit pour moins cher. Et ben j'ai fait un livre qui va paraître chez Très Daniel, qui est terminé, qui est envoyé à l'éditeur et qui va s'appeler De la connaissance à la joie. Ça sera le plus gros de mes livres. J'y ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. C'est pas une simple retranscription, mais c'est donc on retrouve les 22 chapitres de la connaissance à la joie. Et ce livre va sortir, je crois, en mars prochain. Tu peux nous dire 2 mots sur cette joie? Parce que j'imagine que le titre de la connaissance à la joie, on finit sur la joie et dans l'interview qu'on a faite ensemble. Il y a plein de raisons. La connaissance aboutit à la joie déjà naturellement, mais la connaissance aboutit à la joie particulièrement lorsqu'on a compris les propriétés extraordinaires de la conscience. La connaissance aboutit à la joie lorsque on a compris le mouvement actuel de l'humanité, parce qu'on a enfin compris pourquoi j'étais optimiste, etc. Tu Enfin, restes quand même un des rares optimistes, hein, même encore aujourd'hui, hein, je te rassure. Mais bon, moi, je préfère être optimiste quand tu prends c'est la bien grande d'avoir image de la peur. vie. C'est bien d'avoir peur pour savoir réagir à la peur. Avoir peur de l'IA, c'est bien d'avoir peur de l'IA pour savoir comment réagir. Bon, mais si ça devient une peur chronique, j'ai peur, ça veut dire que tu la veux, cette IA-là. Tu vas l'avoir, tu vas l'avoir, ton IA contrôlante. Tu vas l'avoir. Vous voulez une IA contrôlante, vous aurez une monnaie contrôlante. Voilà, et après, tout le monde sera contrôlé et tout le monde aura perdu son libre arbitre. Voilà, ça c'est. Parce que l'IA contrôlante et la monnaie contrôlante, hein, je veux dire, c'est la même Bah, chose. on Ça parle de va la monnaie fusionner. digitale bientôt, hein. L'IA va bientôt fusionner avec la monnaie, hein. Donc, si l'humain continue sur cette naïveté considérable, sur cette voie qui consiste à gober bêtement toute cette évangélisation qui vient de l'université de la singularité à obédience transhumaniste, et bien bon, ok, les gens tomberont dans le piège et on va se retrouver avec non seulement une IA contrôlante, mais avec une monnaie contrôlante. Mais Mais ça n'aura pas lieu. mais tu es très Ça aura optimiste, lieu, mais ça aura lieu peut-être dans certaines villes, il y aura plein d'expériences, peut-être dans certains pays, etc. Enfin, j'imagine. Il va falloir que ça ait lieu. Moi, j'aimerais bien que ça ait lieu pour voir. Mais ça aura lieu pour qu'on puisse voir justement les dégâts. Le problème, c'est que ce qui fait qu'on va aller dans la bonne direction, c'est que ça n'aura pas lieu partout, parce qu'on est parti, maintenant on est sur un monde multipolaire, on n'est plus sur un monde unipolaire. Le danger qui était c'est juste. encore existant au début de la Covid, c'était qu'il y avait cette volonté de nous emmener vers un monde unipolaire où où tous les habitants de la planète auraient eu un identifiant numérique, etc. Et petit à petit, tout le monde tombait dans le piège. Bon, mais là, ça n'aura pas lieu, même avec l'IA contrôlante, parce que on n'est plus du tout dans un monde qui va pouvoir être mondialisé aussi simplement. On est sur un monde multipolaire où il y a des conflits entre les grands blocs, des points de vue différents sur des cultures différentes qui vont pouvoir être préservées, etc. Bon, en Europe, nous, on va souffrir beaucoup plus qu'ailleurs, mais au moins, on va retenir la leçon. Voilà. Oui, parce qu'en Europe, on parle déjà, hein, de la monnaie digitale. Oui, oui, oui. Bah oui, mais presque j'ai envie qu'elle arrive pour. Ne te contredis pas quand même. Euh, pour revenir sur la connaissance à la joie, donc la série audiovisuelle de Philippe, pour ceux
qui ont été intéressés par cela, je vous mettrai tous les liens dans la description pour en savoir plus, pour avoir toutes les informations. Et le livre, je pense, paraîtra en mars. Oui, Euh, euh, fin mars, je pense, à l'occasion de conférences qui seront données au Grand Rex, organisées par Jean Stone, son université et Tré Daniel. On en a parlé d'ailleurs dans l'interview de Jean Stone. Donc ça, c'est vraiment le grand événement de la rentrée Voilà. 2026 en mars de La science et l'invisible, il me semble, le titre. La conscience et l'invisible. La conscience et l'invisible, Conscience et pardon. l'invisible, voilà. Et bon, le programme est absolument génial. Je vous laisse le découvrir dans l'interview de Jean Stone d'ailleurs. Et À ce propos, je ne ferai pas seulement une conférence lors de cet événement. La veille, je donnerai un atelier à Paris, exceptionnellement, un atelier synchronicité. Voilà. bon, voilà, je vous mettrai tous les liens dans la description. Et pour conclure cet entretien fascinant, de nouveau, pour cet avenir radieux, si tu devais nous laisser avec une sagesse, un conseil, une guidance bienveillante, je dirais. Une guidance bienveillante, on la reçoit déjà, Oui, c'est vrai, individuellement et de plus grand que collectivement. nous. On va dire, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Ça, j'en suis convaincue. Merci Philippe.